Bonsoir, même à cette heure-là, à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire, sur cette visioconférence. Normalement, vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. Je vais demander aux deux intervenants qui m'accompagnent, Didier Stachorski et Cyril Blanchard, de me rejoindre à l'écran. Bienvenue Bonsoir à Cyril, toutes et tous. bienvenue. Merci Francky. Ouais, bon, super. Je sais que nos connexions sont au taquet. On a fait pas mal de tests. On est ravis de vous accueillir aussi nombreux. C'est un réel succès. On voit que les gens vraiment en ce moment se posent beaucoup de questions, ont aussi un peu de temps libre. Le temps s'est un peu arrêté pendant ce confinement qui dure déjà depuis 4 semaines. Et c'est vrai que le confinement dure et c'est de plus en plus dur. Alors, je vais d'abord présenter les intervenants. Pour la plupart, vous ne les connaissez pas ou vous les avez juste vus sur le carton d'invitation qu'on vous a envoyé, dématérialisé, bien évidemment. On respecte les gestes barrières. Mais tout d'abord, à l'écran, il y a Cyril Blanchard. Cyril, je sais que tu es écrivain, tu es un sportif de l'extrême, tu es un homme ordinaire, mais tu as fait un défi extraordinaire. Ça rejoint le titre de ton livre. Tu es aussi sophrologue et préparateur mental. C'est bien ça, entre autres, oui. Donc, passion pour le sport évidente comme toi, Francky, et peut-être beaucoup de gens qui nous rejoignent ce soir. Ok, super. Et puis on a aussi Didier. Donc Cyril, toi, tu te connectes depuis d'où pour qu'on sache un petit peu? Ah, moi, je suis de la région de Lyon, à l'est de Lyon. Ok, à l'est de Lyon. Moi, je suis présent ici en Normandie, à Rouen. Et nous avons aussi Didier Stachorski. J'ai toujours du mal à le dire, mais je crois que je ne suis pas le premier. Pourtant, c'est pas compliqué. Il y a que des voyelles et des consonnes. Toi, tu es du côté de Nevers, il me semble. Tu es kinésithérapeute du sport, préparateur physique. Tu t'es occupé de pas mal de sportifs notamment. Et tu es passionné par ce que tu fais, très occupé en temps normal, un peu moins en ce moment. Et je sais que tu as aussi un petit mot pour te présenter. Ouais, bah, déjà bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop affectés directement par la situation et que vos proches ne sont pas malades, hein, puisque effectivement, il y a quand même des gens qui ont des grosses difficultés en ce moment et on a une petite pensée pour eux et puis ben, pour tous ceux qui les soignent en ce moment et qui sont en première ligne. Ça, c'était la première chose. Euh, Après, ben, effectivement, l'objet de cette intervention, hein, c'est de vous aider un petit peu à voir comment se positionner avec des choses qu'on ne maîtrise pas, puisqu'on les subit. Et là, effectivement, j'ai du temps, du temps à accorder aux autres, hein. Habituellement, j'entraîne à cette heure-là, donc je suis en salle de boxe à cette heure-là. Et quand tu parlais de sportifs, alors je ne prends plus de grands sportifs très professionnels, hein. Je suis en relation avec certains et tout quand ils sont blessés et quand ils sont hors structure. Donc j'ai des sportifs en devenir, donc des adolescents notamment, qui m'intéressent bien. Et puis des sportifs sur le retour, mais qui sont toujours sportifs, qui font des belles performances encore, mais qui ont quitté le monde vraiment professionnel, mais qui durent encore. Et ça m'intéresse bien parce que je pense que c'est bien, effectivement, d'avoir un cheminement où l'on court et pas juste une carrière très courte où après on se laisse aller. L'activité physique, c'est tout le temps. L'activité sportive ou physique, ça se rejoint. Mais pour moi, effectivement, c'est un ancrage important. Voilà. OK, très bien. Et pour me présenter enfin, Francky Batelier, aujourd'hui entrepreneur dans le domaine de la forme et du bien-être, intervenant à la maison médicale du sport, à Rouen avec des médecins, une petite partie de ma vie quand même, 17 ans en tout, où j'ai fait du triathlon, pendant quelques années à me faire la main et à, faire des places plutôt, d'honneur, dans le ventre mou et puis, petit à petit, j'ai gravi les échelons pour finir sur des podiums internationaux et c'est vrai que, le sport, la forme, la santé, ce sont des choses qui me, parlent tout particulièrement et en ce moment, c'est vrai que cette période qu'on subit, elle est délicate. Elle est délicate pour nos cheveux, quand ça pousse encore, hein, Cyril, excuse-moi, heu, mais elle est délicate aussi, mentalement. On va voir au cours de cette conférence, 2 parties. Une partie pour, tout le monde, pour chacun d'entre vous, générale, où on voit que cette période-là a un impact important sur notre mental, un impact important aussi sur, notre alimentation, la gestion de notre poids, de notre énergie, nos rythmes de vie qui sont, structurés autrement
d'autres habitudes. Et changer d'habitude, ce n'est pas quelque chose de simple. Et puis, l'activité physique, la relation entre tout ça avec l'immunité, notre bien-être. Et puis, on fera une deuxième partie plus spécifique. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sportifs et c'est un point en commun que nous avons, Cyril, Didier et moi. Eh bien, on va faire une partie plus conséquente qui parlera plus aux sportifs. Donc, une partie générale liée au confinement et une partie vraiment plus spécifique. D'ailleurs, je remercie les quelques personnes qui nous ont posé des questions déjà en amont. Je vais les citer, Anthony, Sébastien, Alex, Nicolas, Claire, Camille, Damien, voilà, qui ont posé pas mal de questions sur le sport, notamment comment gérer le sport quand on perd ses objectifs. Alors Cyril, je te laisse la parole pour commencer. Quel est l'impact vraiment sur notre quotidien aujourd'hui en 2020 du confinement? Je vais épargner à tout le monde toutes les réactions politiques, sociétales, enfin, bon, qui ont pu susciter les décisions concernant le virus qui nous a tous plus ou moins touchés. J'ai peut-être certains parmi les 800 intervenants, enfin, présents ce soir ont été touchés d'ailleurs par ce virus. Et en fait, moi, j'ai toujours tendance à essayer, je dis bien essayer, de prendre du recul par rapport aux événements. Parce que là, pour le coup, on a quand même un sacré événement qui nous est tombé dessus. Et je pense que tous, individuellement, familialement, au niveau collectif en tout cas, on a été surpris par un vrai choc. Et notre président, quand même, a eu un mot suffisamment fort pour nous faire tous réagir, puisqu'il a parlé de guerre. Donc, qui dit choc, dit après des réactions émotionnelles. Donc, il faut savoir, il faut identifier les réactions qu'on a pu tous avoir, peut-être individuellement, et qui ont parfois tendance aussi à se partager et à s'amplifier. Donc, il ne faut juste pas oublier que suite à ce choc, il y a des personnes qui n'ont pas accepté la situation, un peu dans le déni. Après, il y a ceux qui sont tombés dans de la colère, et que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, tout le monde a pu s'offusquer sur des décisions gouvernementales, mais elles sont ce qu'elles sont. Donc, certains les respectent et les acceptent très vite, mais d'autres ont pu être en colère. Certains ont eu tendance à se dévaloriser par rapport à tout ça. Mais bon sang, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais perdre mon travail, etc. Donc, toute l'inquiétude sociale et financière qui peut y avoir derrière ça. Et puis, je parle aussi à sportifs parce qu'il y avait des questions qui perturbent certains aussi. J'avais un gros projet sportif, pour pas dire c'était peut-être le projet d'une carrière sportive ou le projet d'une vie pour certains. Et d'un seul coup, le doute. Je vais pas pouvoir le faire. Donc, on passe par plein de réactions et c'est ce qu'on appelle un peu l'ascenseur émotionnel. Et par rapport à ça, forcément, l'énergie forcément a tendance à baisser. Quand on se pose des questions, on est dans le doute, on est dans les mois. Il faut se dire une chose, c'est que c'est normal ces réactions. Les réactions de colère, de déni, de dévalorisation et de regret sont tout à fait normales. Donc il faut savoir les comprendre, les accepter aussi, pour pouvoir après, une fois qu'on a accepté tout ça, se reconstruire et enfin se libérer vers de nouveaux projets. Donc en fait, on a passé 3-4 semaines, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi, voire peut-être même surréagi. Et là, on a encore prêt pour un mois. Et je pense que dans cette nouvelle phase, comme par hasard d'ailleurs, notre président nous dit qu'on va pouvoir enfin reconstruire. Et ça mène d'autres questions. Mais donc certains commencent à y voir clair sur la suite concernant leur activité sportive, concernant leur activité familiale. Mais voilà, donc moi, le préambule à tout ça, c'est effectivement, il y a une décision qui nous impacte au niveau de notre tête, parce que c'est perturbant. Ça a un impact sur nos émotions. Et qui c'est qui prend souvent? C'est le corps. Voilà, donc faut savoir écouter en ce moment ce que nous dit notre corps et tous les signaux qu'il nous envoie. Alors, beaucoup d'entre nous, on est souvent stressés par le travail, stressés par le quotidien. On sait que le stress a comment dire, des conséquences hormonales, des conséquences profondes, même vraiment sur le corps, sur le physique. Didier, je pense que tu me rejoins là-dessus. Alors, pour rebondir justement sur ce que nous disait Cyril, il a parlé effectivement de la partie en haut. J'ai parlé du reste. Tout ça est intégré et interdépendant. On est vraiment sur une vision holistique. Donc, effectivement, on subit en ce moment une réduction de nos déplacements qu'on n'a pas voulu. Une baisse de l'activité physique. Je ne parle même pas de l'activité sportive, je parle de l'activité physique, puisque tout le monde bouge au quotidien dans son métier, que ce soit un maçon, que ce soit un boulanger, que ce soit n'importe qui bouge, une femme de ménage, même un médecin, même dans son bureau, qui va aller en visite, il va monter, il va aller voir des patients, et tout ça. Voilà. Là, il y a une baisse de l'activité physique, c'est indéniable, d'accord. Il y a une grosse augmentation du temps de sédentarité.
forcément, hein, puisque voilà, on reste assis, on regarde les écrans, on essaie de s'informer, on essaie de comprendre. Donc, effectivement, on est dans des postures qui ne sont pas terribles. Il y a un gros déséquilibre sur le plan énergétique et alimentaire. Et tout ça, ça a une véritable incidence à la fois sur l'appareil locomoteur, sur l'appareil cardiovasculaire et sur notre métabolisme. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a le déficit d'activité et le stress inhérent à toutes ces incertitudes, hein, elles ont vraiment un effet au quotidien, puis aussi sur notre sommeil. D'accord. Donc, forcément, ça a un impact majeur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de pas voulu, qu'on subit complètement. Après, pour certains, c'est plus facile parce que c'est stoïcien. Il y a des choses qu'on va pouvoir gérer nous parce que on va les prendre en compte. Et puis trouver les armes, effectivement, pour on va parler de mode guerrier de notre président. Après, à nous, effectivement, de trouver des armes pour lutter un petit peu contre cet état. Une arme, c'est pas forcément négative, hein. On a des armes contre les virus. C'est quelque chose de positif, d'accord? Voilà. Tu as un moyen mémotechnique d'ailleurs par rapport à armes? Ça, c'est ce qu'on utilise effectivement, nous, en boxe de rue, c'est la gestion du stress un petit peu lors d'une agression. Donc, en fait, le terme, c'est ARME. Effectivement, c'est le moyen mémotechnique, c'est arme. Et cette arme, c'est avoir la bonne attitude, la bonne respiration, le bon mental, et ce qui va nous permettre de faire une bonne évaluation de la situation. A contrario, quand on utilise mal, l'arme se retrouve contre nous et puis on a EMRA, et donc mauvaise évaluation, mauvais mental, mauvaise respiration, mauvaise attitude. Et voilà, donc en fait, il faut pouvoir les utiliser à chaque fois à bon escient. Et là, effectivement, on va retrouver ce que peut préconiser Cyril, hein, que je préconise aussi en matière de respiration, en matière de cohérence cardiaque. En fait, il y a plein d'outils. Après, il faut savoir, en fonction de la sensibilité de chacun et de l'expérimentation de chacun et des essais un petit peu, ce qui permettra de trouver la meilleure, enfin, ce qui va vraiment vous convaincre. C'est ça, en fait. Hein. L'expérimentation est importante. Le temps de confinement elle peut être aussi un temps ouvert justement à différentes pratiques pour essayer d'essayer des petites choses et voir effectivement si on peut mettre en place des routines dans le futur. Mm. En fait, il faut en sortir grandi de ce qu'on subit en ce moment. Et c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure plus précisément du sport, mais je trouve que le sport fait que on fait une certaine introspection. Toi, Cyril, quand tu as fait l'enduroman, que tu as rejoint Londres à Paris, comme moi, j'ai fait du triathlon haut niveau à raison de 20, 25, 30 heures d'entraînement par semaine, où on a vraiment cet instinct de compétition qu'on doit exacerber. Dans les sports de combat, les sports de rue, comme tu dis, eh bien, on arrive à s'armer. On a déjà travaillé sur notre mental, on a déjà travaillé sur notre discipline, on a travaillé sur notre sang-froid, on a travaillé sur notre adaptation. Moi, combien de fois en Normandie, eh ben, il y a eu une période de grand mauvais temps, toutes les piscines étaient fermées, il fallait trouver des alternatives pour s'adapter, pour mieux réagir, pour combler un manque et de le remplacer par autre chose. Et c'est vrai que la période est peut-être plus facile à gérer pour des gens qui ont déjà exploré, qui ont déjà une grande zone de confort, qui ont déjà fait cette introspection. Et après, bah, il y a toute l'expérience, évidemment. Les jeunes qui nous écoutent ont moins d'expérience que quelqu'un qui a déjà vécu des choses. Et moi, je vois ces signaux, ces contraintes, comme le confinement, comme quelque chose qui me force à m'adapter et qui finalement est plutôt plus pour moi un défi à relever, quelque chose que j'ai envie, non pas d'être un combat en face à face, mais plutôt de dire, voilà, il faut que je sois plus habile, il faut que je prenne les choses avec du recul. Moi, je n'ai pas été du tout dans la colère, par exemple, Cyril. Je me suis plutôt senti en disant, voilà, c'est peut-être une opportunité, c'est peut-être un signe. Et j'ai vu beaucoup de choses positives. À Rouen, bah, l'air est devenu plus pur, plus de calme, on entendait plus les oiseaux, il y a moins de pollution. Alors certes, on peut moins sortir de chez soi. C'est plus difficile quand on est dans un petit appartement, on est encore plus confiné. Mais on se rend compte que, je trouve, nous trois, et les personnes qui sont sportives qui nous écoutent, ou les personnes qui ont pas mal d'expérience et qui savent mieux gérer le stress par leurs armes, eh bien, c'est évidemment une période qui est moins complexe. Je pense forcément à des jeunes, comme tu le dis, qui eux sont peut-être sans filtre. Mmh.
Je pense que nous, on a un peu des filtres qui sont les fruits de nos lectures, de nos expérimentations, de la pédagogie, de nos rencontres aussi. Mais un jeune qui est sans filtre, qui a peut-être pas encore tout ce que tu viens d'exprimer, lui va être plus cash dans sa réaction émotionnelle, justement, avec je suis pas d'accord, et puis d'ailleurs, c'est n'importe Mmh. quoi, et je veux me mettre en colère comme un ado. D'ailleurs, par définition, un ado, ce ne serait pas un ado s'il ne se mettait pas en colère. Et je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai une part d'adolescent en moi. Et qui parfois se met en colère. Et je peux comprendre les témoignages qu'on a reçus, les questions qui sont, je suis quand même très déçu de ce qui se passe et je ne sais pas quel âge ont les personnes qui ont agi, mais moi je veux bien accepter cette colère parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix que d'accepter pour comprendre le processus de la personne qui amène à demain à un changement. Parce qu'effectivement, il y a des opportunités, mais encore faut-il les voir. Et pour ceux qui sont enfermés, je pense qu'il y en a quand même pas mal en se disant, mais ma compétition ne va pas pouvoir avoir lieu, ou l'événement que j'avais prévu cet été n'aura pas lieu, mes vacances, etc. Et on peut comprendre qu'il y a une vraie déception, à défaut au moins d'avoir une colère. Alors j'ai envie de dire deux choses sur les jeunes, ou ceux qui sont un peu colériques, ou beaucoup d'ailleurs. Didier parlait d'une arme. On a une arme je trouve qu'on s'en sert pas assez. Et je voudrais témoigner, me faire le relais de Laurent Chopin, qui est sans doute parmi nous ce soir, qui a entraîné notamment des grands petits compétiteurs comme toi, Francky. Et Laurent m'a expliqué très tôt, quand je préparais d'ailleurs l'enduroman, il dit ok, tu respires très bien, mais tu sais, l'acte de respiration, c'est un acte inconscient. Mais la question, c'est est-ce que tu respires bien? Donc, je vais t'expliquer comment ventiler. Et je vais t'expliquer le souffle maintenant. Et le souffle, il m'a appris à respirer. C'est-à-dire, on a tendance, quand on est dans nos émotions, ou voilà, en ce moment, à respirer au niveau de la cage thoracique, voire même au niveau des claviculaires. Donc ça, c'est une respiration sous tension. C'est une respiration qui va être dynamique. Mais si on est justement en ce moment dans un réapprentissage pour mieux accepter tout ce qui se passe, la respiration elle va se passer en bas. Et on parle de souffle, de ventilation qui va être au niveau de l'abdomen. Et ça, c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais c'est en tout cas la meilleure des pratiques que je propose à tous pour accepter tout ce qui se passe ou pour relativiser et accepter ce nouvel environnement, comme toi tu le fais facilement, Francky. Je pense que ces techniques-là que tu as, elles sont peut-être évidentes pour toi, Mmh. mais s'asseoir ou être debout, un peu dans sa verticalité, ou allongé, en respirant avec le ventre, c'est-à-dire quand je souffle, je rentre le ventre, et quand j'inspire, je gonfle le ventre. Et on constate qu'il y a plein de gens qui ne savent pas respirer, et à tous les âges finalement. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous voulez relativiser tout ce qui se passe en ce moment, l'extérieur est ce qu'il est. La seule chose sur laquelle je peux agir, et j'en reviens à une des questions qui était posée, la seule chose sur laquelle je peux agir, c'est mon état intérieur. Et ça passe par ma respiration. Et après, par mes appuis. En fait, quand Didier en parlait du corps, le corps il se déséquilibre en permanence par rapport à des agressions extérieures. Et c'est ces déséquilibres qui peuvent générer des traumatismes, des problèmes, des blocages psychologiques. Donc, être toujours dans ses appuis, son équilibre. Voilà la méthode donc, à partager, bien respirer, bien ventiler et bien se tenir proprement, voilà, en trouvant de la souplesse en toutes circonstances. Comme je sais que tu es très sympa pour tous tes conseils, Cyril, bienveillant, je vous envoie dans l'onglet Converser un lien Bitly pour justement télécharger un document que tu as préparé, que tu as travaillé avec Laurent Chopin. Donc normalement, vous allez pouvoir le récupérer. Je vais l'envoyer peut-être, non, je ne l'ai peut-être pas envoyé à tout le monde, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, tous les conférenciers, hop, et à tout le monde. Hop, je vais le faire tout de suite maintenant. Hop, Moi, je voilà, vois ton lien, il est bien partagé, c'est bon. voilà, OK. Hem, on comprend que tout est lié, le mental, la respiration, le sommeil, on va en parler, l'alimentation, on parle de cercle vicieux, hein, je suis stressé, ça m'énerve, donc à quoi bon? Je m'en fous de ce que je mange, que je me couche tard, Netflix, ça me fait du bien, ça me vide la tête, et puis on rentre dans le fait de ne pas avoir envie de bouger, de ne plus avoir d'estime de soi, de ne pas avoir de sens, d'être un petit peu perdu. Et c'est vrai que nous, on a un rôle. Moi, dans le coaching sportif, je l'ai fait. Toi, Didier, avec les gens que tu accompagnes. Cyril, mentalement aussi, parce que tu accompagnes aussi des entrepreneurs, des gens qui vont de l'avant, qui doivent combattre aussi des vieux démons. Et c'est vrai que tout ça, c'est intimement lié. On parle de cercle vicieux et de cercle vertueux. Alors, on va parler d'un deuxième sujet ensemble, c'est l'alimentation. C'est un vaste sujet parce que on sait que l'alimentation n'est pas quelque chose juste pour gérer son poids. C'est notre carburant,
Notre immunité dépend de ce qu'on mange. Trop de sucre est mauvais pour notre immunité. Trop de viande, c'est aussi quelque chose qui est mauvais pour notre santé. Donc, il faut en manger, mais tout est de manière équilibrée, de manière bien proportionnée. Qu'est-ce que vous auriez comme premier conseil à dire? Je vais me permettre aussi, puisque on est quand même à une période où, où en fait notre immunité, on le sait très bien, on est à la fin de l'hiver, on est au printemps, mais printemps confiné, c'est quand même la fin de l'hiver. Eh bien, où on a utilisé tout notre stock de vitamine D qu'on a accumulé lors de l'ensoleillement l'an passé. On est au ras des pâquerettes en termes de vitamine C, en termes de vitamine D. Heureusement, il y en a encore un petit peu de vitamine C dans les fruits et les légumes, notamment les agrumes de saison. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on doit surtout être en forme, pas juste pour nous, mais surtout pour mieux sortir du confinement. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à nous donner sur l'alimentation? Toi notamment, pour commencer avec toi, Didier? Eh bien, écoute, c'est bien, je travaille avec des diététiciens, alors t'entends tout et tout, hein, donc c'est un petit peu le problème effectivement sur la supplémentation. On s'accorde quand même à dire à l'heure actuelle qu'une supplémentation en vitamine D est nécessaire. On se retrouve dans, effectivement, on a eu un hiver un peu difficile. Hein. Voilà. Après, si vous travaillez, moi là, je suis bronzé parce que j'ai la chance d'avoir une cour chez moi et de pouvoir sortir. Mais habituellement, je suis en salle, je suis au cabinet toute la journée, hein, de 7h30 à 20h. Et puis après, j'entraîne en salle. Donc, on va courir une petite demi-heure à l'extérieur, mais c'est tout. Donc, je fais peu de sport à l'extérieur, hormis le week-end. Donc, on est vraiment déficitaire sur la vitamine D. Donc, de ce côté-là, une supplémentation, vous pouvez voir des gens très, très, très pertinents, Berthoud par exemple, et tout, recommande une supplémentation. Donc sur la vitamine D, en ce moment, c'est quelque chose de judicieux. Après, si on prend les problématiques d'inflammation, de système immunitaire, les oméga 3 s'avèrent effectivement particulièrement judicieux. Vous pouvez manger des sardines ou bien du thon, mais les métaux lourds que vous pouvez avoir dedans, la qualité n'est pas certaine. Moi, les sardines, le matin, j'ai un petit peu de mal. Les oméga 3 en supplément, ben, je les prends. Oui, ouais, ça fait des années que j'en prends. Et c'est curieux parce que c'est quelque chose qu'on m'avait expliqué pendant mes études de kiné sur les transitions de saison, hein, avec une supplémentation, certaines vitamines à prendre. Et puis, j'écoutais pas ces profs. Hein, effectivement, enfin, voilà, ce qui m'intéressait, c'était l'ostéo-articulaire, la vision globale et tout de l'alimentation. Oui, j'étais sensible forcément parce que je savais que c'était facteur de performance, mais de là, supplémenter, je ne voyais pas la nécessité. Et Dieu sait qu'en tant qu'étudiant, moi j'étais étudiant sur Paris, je faisais du sport quand même pas mal. Mes sources d'approvisionnement, c'était aide d'épicier, c'est pas terrible. Là. Donc, j'avais pas des ressources exceptionnelles, ni en fruits, ni en légumes. Quoi. C'est pas, quand vous êtes étudiant, c'est pas le moment où vous avez du temps à accorder à votre alimentation, à faire des achats et puis à cuisiner. Et donc, ça aurait été plutôt pertinent, sur le plan de la mémoire, à tout niveau, pour l'optimisation à la fois des performances physiques et mentales, d'avoir une petite supplémentation. Puis à 20 ans, on s'en fout, on a l'impression qu'on a un capital sain. Je ne parle même pas du sport en ce moment, parce qu'effectivement, si vous faites du sport, il y a encore d'autres problématiques, mais on les verra peut-être plus tard. Elles vont se recouper, puisque de toute façon, ce qui est bon pour monsieur et madame tout le monde, va être forcément d'autant plus optimisé pour le sportif, puisque les demandes sont encore plus importantes. C'est clair. Et la vitamine D, là, on a une petite question, j'en profite, de David qui dit combien de temps doit-on rester au soleil pour charger les batteries en vitamine D? Alors, c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse parce que ça dépend de la surface que vous exposez déjà, ça dépend de l'incidence et puis après, attention aussi, vous êtes en bureau toute l'année, vous partez au soleil 3 semaines, votre peau elle va réagir d'une manière un peu particulière. Donc ça dépend À première vue, quand on met en plus de la crème avec des écrans UVA, UVB, eh bien, on se retrouve que évidemment, ça empêche aussi la fabrication de vitamine D. Exactement. Donc, c'est un minimum, un petit peu. L'idéal étant de profiter de cette heure où on peut sortir à l'extérieur, de s'aérer, il fait beau quand même en France en ce moment, d'avoir au moins les avant-bras dénudés, le visage, et puis voilà, de pouvoir en profiter un petit peu. On a la chance d'avoir quand même ce beau temps et de pouvoir quand même avoir 1 heure pour pouvoir sortir, parce qu'il y a des pays où c'est totalement interdit. Toi, est-ce que tu as des conseils, Cyril, un petit peu dans la continuité? Je crois que ta femme, Laurence, elle a changé du tout au tout. Tu étais le premier surpris d'ailleurs.
Oh là là. Alors, avant de parler de ma femme, parce que ça, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec elle au niveau nutritionnel. C'est adorable tout ce qu'elle fait. Mais le, en fait, quand je parle tout à l'heure de respiration, de ventilation, etc., tout le monde se dit, ouais, c'est normal et tout le monde le fait. Et moi, j'ai envie de répondre une chose, Francky, comme toi, Didier, comme moi, dans le sport, on nous apprend toujours une discipline, c'est les fondamentaux, les fondamentaux, les fondamentaux. Étape 2, répétition, répétition, répétition. Donc, en fait, il faut acquérir les bons réflexes, les bonnes pratiques. Et en ce qui concerne le souffle, la ventilation et la respiration, je vous mets tous au défi de fermer les yeux et de ventiler correctement pendant 1 minute. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sera capable de me dire combien de cycles ils font sur 1 minute. Alors que ce soit en exercice, au repos ou dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, je vous mets déjà ce premier défi. Donc, vous pouvez le noter, hein, premier défi, Cyril m'a dit pendant 1 minute, je fais un exercice de ventilation au calme pendant que je pars et je vois le nombre de ventilations que j'exécute. 2, 5, 10, 15, 20. Ça, c'est la première chose pour revenir sur tout à l'heure. Et dans la nutrition, pour moi, c'est la même discipline. En fait, on peut parler de complémentation, de vitamines, de supplémentation, etc., etc. Je pense qu'on a une belle, tu l'as dit Francky, on a une super opportunité devant nous, c'est de vivre un peu plus au rythme pour ceux qui sont confinés, hein, et ceux qui travaillent, on va à nouveau les remercier, mais ceux qui sont confinés, c'est une vraie opportunité de redécouvrir son cycle intérieur, son cycle chrono-circadien, ce qu'on appelle. Et à quel moment il est bon de se nourrir. Et en fait, moi, j'ai redécouvert là, ces derniers temps qu'il était bon de se nourrir 5 fois par jour en ce qui me concerne, mais je vais déjà m'arrêter à 3 pour la plupart d'entre nous. Prendre le temps de savourer, de manger, donc c'est 20 minutes un repas. Le partager. Souvent, j'entends toute l'année les gens dire « mais moi, je n'ai pas le temps de manger en famille » et pourtant, Dieu sait si c'est important de bien manger en famille. De savourer, de redécouvrir la saveur des aliments. Et je mets un deuxième défi à tout le monde en ce qui concerne la nutrition cette fois-ci, c'est combien de fois vous mastiquez quand vous mettez la fourchette dans la bouche. Alors, avec la fourchette, hein, une fois que vous avez retiré la fourchette, combien de mastications vous effectuez? 5, 10, 15, 20, 30? Ben, la moyenne qu'on me répond en général, je ne la donnerai pas puisque c'est un défi. Donc, je vous mets au défi de ce soir, lors de votre dîner, de compter le nombre de mastications. Vous serez très surpris du nombre de fois que vous mastiquez. C'est bien plus que vous l'imaginez. Et c'est important. Donc, je ne vais pas donner la réponse, mais si vous voulez des questions, vous posez, j'y répondrai en mode furtif. Euh, Ensuite, donc, je parlais de la chronologie de ces repas. Et vous allez voir que globalement, vous allez les avancer naturellement. Pourquoi on les a décalés, on les fait tard? Parce qu'avant, c'était l'hiver et qu'on était tendance à manger plus tard, quoique, ça dépend. Mais pourquoi on mange tard? Souvent parce qu'il y a des informations à la télé à 20 heures. Voilà. Et c'est ça qui va donner du rythme dans notre façon de nous nourrir. Donc là, comme en ce moment, les gens sont un peu moins sur les écrans, bah en fait, ils retrouvent un cycle qui est peut-être un peu plus naturel et avec le rythme qu'on a avec le changement d'heure depuis maintenant 10 jours. Donc, on va manger plus tôt le matin, on va manger peut-être un peu plus tôt le soir, et ce qui est une bonne chose parce qu'on va se laisser un temps de digestion plus important avant de se coucher. Donc, les conseils, moi, ils sont surtout de cet ordre-là, c'est manger moins. Il faut juste se rappeler une chose, c'est que tous les cardiologues et les médecins sont d'accord là-dessus. 30% de calories en moins, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. On a une vie de sédentaire. Même nous, les sportifs, on en fait peu par rapport à nos ancêtres. Donc, mangeons moins, mais mangeons mieux et mangeons peut-être plus régulièrement. Voilà, moi, c'est les bases. Hein, et donc, pour répondre à Laurence, en fait, ma chère et tendre, une petite anecdote à partager avec vous. Elle travaille de nuit, là maintenant elle travaille à la maison, enfin du moins elle ne travaille pas puisqu'elle est au chômage technique. Donc elle me fait des repas extrêmement savoureux le midi, le matin on prend un petit déj ensemble et le soir elle fait des repas très 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 légers, mais absolument légers. Et elle me dit c'est marrant, je me réveille le matin, je suis plus en forme, j'ai plus d'entrain, j'ai mieux dormi. Donc une des clés dans votre vie de tous les jours, c'est tout simplement le soir de se nourrir pas trop tard et surtout moins. Voilà. Et après, on peut parler du contenu de l'assiette, ce que disait Didier, de compléter en oméga 3. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur ces aspects-là, mais n'oublions surtout pas les fondamentaux. Ouais. Mais c'est vrai que tous les trois, on est vraiment en étroite relation avec Biotissané. On en parlera un petit peu plus sur la seconde partie et on aura l'occasion de pouvoir vous inviter sur des informations plus spécifiques là-dessus. Parce que nous, on a choisi vraiment la qualité, on a choisi la proximité avec des produits français. On a des oméga 3 sans métaux lourds, c'est difficile. Il y a peu de certifications, alors que c'est vrai que chez Biotissané, eh bien, on a ces certifications-là. Sur le fait de pouvoir aussi avoir moins de contraintes, parce qu'on ne sera pas toujours en confinement, mais des fois, on a des contraintes. Hein. Ce qui nous pose problème, c'est en temps normal, ce sont les invitations, c'est justement les excès, ce sont les repas pris à l'entreprise qui ne sont pas avec des matières premières très, très qualitatives, ce sont les petits déjeuners pris sur le pouce.
Hein, trop souvent, on sait que le cliché, pour plus de la moitié des Français, c'est un petit déjeuner zappé ou sucré, qui est la pire des choses. Le midi, c'est sur le pouce ou si c'est structuré, c'est entrée, plat, fromage, dessert, un peu de tout, parce qu'un peu de tout, c'est manger varié, équilibré, soi-disant. À la télé, c'est ce qu'ils disent. Mais ça fait trop manger, donc on est complètement improductif. Toi, Didier, tu peux pas être la tête, comme on dit l'expression, en début d'après-midi avec des patients. Tu as besoin c'est pour ça qu'on fractionne, nous, souvent notre alimentation, parce qu'on a des journées bien remplies, parfois continues, et donc on préfère manger 4-5 fois par jour, 400 à 500 calories, plutôt que de manger 1000 calories le midi et 1000 calories le soir, qui ne sont pas très bons pour notre énergie. Pourtant, c'est aussi 2000 calories, mais la répartition, voilà, les équilibres sont nettement moins bons. Le sportif ne peut pas manger 1000 calories et être efficient sur le vélo, sur un terrain de foot, sur un terrain de tennis. Ouais, enfin, juste pour un petit exemple. Enfin, déjà revenir sur ce que tu disais, Cyril, hein, et sur la régularité et tout. On est quand même en période de confinement et l'idée, c'est de donner effectivement des outils et puis des clés un petit peu sur comment s'organiser dans le confinement. C'est essayer de garder un rythme le plus proche possible de celui qu'on connaît. Déjà, d'accord. Ça, je pense que c'est vraiment important, c'est de se coucher à peu près aux mêmes horaires, ou peut-être un peu plus tôt, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de rester très longtemps devant la télé pour garder des trucs anxiogènes, mais garder un rythme de lever régulier pour retrouver au plus vite, effectivement, quand le déconfinement sera annoncé, son rythme classique. Hein. On reparlera peut-être un petit peu du sommeil et trois phases, parce qu'il y a trois profils sur le sommeil, et ça, c'est intéressant aussi de venir. Après, juste si on veut mettre des petits exemples, je suis désolé, je vais parler de mon exemple. Un lundi type. Lundi type, je me lève à 6h30, je prends mon petit déjeuner classique. À 8h moins le quart, je suis à la clinique. Je vois mes premiers patients en chambre, là, dans une clinique orthopédique. À 10h, je suis au cabinet. À 11h45, je quitte le cabinet. À 12h15, je suis en salle de CrossFit. Donc, je fais ma séance de CrossFit. Et à 14h, je reprends mes patients. Donc, en gros, j'ai un delta de 15 minutes pour manger, d'accord, le midi. Donc, le midi, j'utilise la gamme que tu as citée, hein, sur la notion d'équilibre. Et ça va très, très bien parce que, un, je restaure effectivement mes besoins. Deux, derrière, je n'ai pas de chute de vigilance. Je suis très, très bien. Je reprends une collation à 17h, puisqu'en fait, à 18h30, j'entraîne jusqu'à 20h. D'accord. Et là, j'entraîne en prépa physique des adolescents, hein, qui ont entre 15 et 18 ans, des escrimeurs qui font les championnats de France, championnats d'Europe, pour certains même les championnats du monde. Hein. On a une belle salle, une belle structure. Et ce que je remarque, la grosse problématique que je remarque avec eux, c'est qu'effectivement, la notion de l'alimentation, ils ne l'ont pas. D'accord, ça va être forcément du sucré, ça va être le grand n'importe quoi, et on bataille là-dessus à chaque fois. Et en compétition, c'est pareil. C'est pareil parce que c'est la notion de on est en déplacement, c'est le plaisir. Donc, ça va être la dernière fois, on a eu un gros souci sur une compétition puisque les 3 quarts ont été malades. C'était le chinois avec le. Ouais, le buffet au restaurant chinois. Ils sont tous. Donc voilà. Donc compétition ratée pour tous, d'accord. Mais c'est pas propre à nous. Hein. Pourtant c'est un très faible. Donc c'est vraiment une unité dédiée vers le sportif. Mais c'est quelque chose qu'ils ont du mal à prendre en considération. Et ça met du temps. C'est propre à chacun. C'est assez curieux. Même s'il y a des tendances, même à l'INSEP, hein, vous avez des recommandations et tout ça. L'INSEP, moi, j'ai jamais vu autant de petits scooters avec des pizzas derrière venir livrer des pizzas dans les champs. Moi, si je peux me permettre, il y a plusieurs questions qui sont très légitimes sur la nutrition et on voit bien que c'est un gros sujet qui intéresse tout le monde. Je vous parlais d'Ivan Mendy qui concourt cette année, normalement, pour la ceinture mondiale de boxe dans sa catégorie léger. Et Yvan, il prenait 3 repas par jour, 4 au maxi. Et en fait, il me disait, entre le repas du midi et le repas du soir, forcément, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps de prendre quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je lui ai proposé une collation extrêmement digeste et chargée en vitamines et micronutriments. Donc, que c'est si soluble et si digeste qu'une demi-heure après, il est en pleine forme. Il n'y a évidemment pas de coup de barre. L'estomac a tout ingéré et les vitamines sont réparties dans le corps. Donc, pour reconstruire la dépense musculaire, donc il est reparti après pour l'entraînement le soir.
et après lui, enfin, qu'il va donner et un qu'il va prendre. Et il va rentrer à la maison, il va être 21h, et donc là, il va manger à nouveau léger. Donc l'intérêt d'avoir 4 prises, voire 5 prises de repas par jour, le but, c'est pas de manger du macronutritionnel. Si on prend des glucides à outrance, si on prend des patates, si on prend des choses extrêmement lourdes, très sucrées, forcément, le corps a du mal à assimiler tout ça. Et en plus de ça, après, il y a l'effet coup de barre. Donc, soit un pic de glycémie, et après qui entraîne une chute de glycémie, et c'est le fameux coup de barre. Donc oui, moi je préconise plutôt d'avoir 4 à 5 repas par jour, quitte à ce qu'ils soient moins légers. Ça laisse le temps au corps de tout assimiler et justement de ne pas stocker, parce que l'enjeu aussi c'est de ne pas stocker pour certaines personnes, surtout en ce moment, qui vont faire moins de pratiques sportives ou qui vont peut-être rester assez sédentaires, donc eux vont me dire, mais Cyril, 4 repas par jour, c'est quoi cette hérésie? Donc en fait, si on se prend un petit déj léger, qu'on va prendre une collation entre le petit déj et le déjeuner, donc déjeuner plus le soir, déjà 4 repas légers, le corps on va lui laisser le temps d'assimiler ses vitamines. Avec 1500 kilocalories par jour, c'est largement suffisant. Elle est 1700. Donc après, on peut discuter là-dessus, faire la dissertation, mais c'est comme le sommeil. Vous faites une nuit de 12 heures, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Vous n'êtes pas bien, vous êtes nauséeux. Donc une journée régulière, enfin une nuit régulière à 7 heures, 8 heures, bien faite, bien réglée, c'est bien mieux que d'avoir d'un seul coup 12 heures. La nutrition, c'est pareil. L'organisme, il gère tout ça. Ouais. Ouais, ça peut être petit déjeuner 7 heures, une collation avec un fruit dans la matinée, un repas avec plutôt des protéines animales ou végétales, et des légumes, parce qu'on sait que les associations viande plus féculents, c'est des choses qui sont difficiles à digérer. Privilégier vraiment, si on mange de la viande ou du poisson, d'ajouter plutôt de la verdure. Voilà, tout ce qui est de couleur, tout ce qui est en ce moment, on le sait, de saison. Il y a les épinards, il y a les asperges, il y a les carottes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, il y a les choux encore un petit peu. Il y a les blettes aussi. Et donc, de pouvoir faire ces associations-là qui sont meilleures, plus digestes, mais le mélange salé-sucré est plus difficile à digérer, donc de prendre systématiquement un dessert. Il vaut mieux privilégier un bout de fromage le midi que de privilégier quelque chose de sucré en dessert, un yaourt sucré, même une compote. On digère beaucoup mieux de cette façon-là et on se dit de toute façon, je vais pouvoir faire une étape alimentaire à 4-5 heures l'après-midi comme tu fais toi Didier, parce que généralement on mange trop parce qu'on veut tenir jusqu'à 20 heures. Et donc, on mange trop le midi, on arrive en fringale le soir. Quand on a une journée de travail, qu'on a une dépense énergétique parce que le cerveau consomme du sucre, consomme beaucoup d'énergie, on arrive le soir, c'est qu'on est affamé et le cercle vicieux se met en place. On mange trop le soir et donc, on a envie de féculents, on a envie de quelque chose de consistant qui tient au corps. Mais ouais, tenir au corps la nuit, on ne récupère pas vraiment, on digère. Et le matin, on est fatigué, on n'a pas trop faim, on est un peu vaseux. Et donc, on prend un petit déjeuner du style jus de multivitamine en se donnant bonne conscience, alors que finalement, c'est un jus de sucre. Et puis, on a vite faim dans la matinée, on fait une fringale le midi, etc. etc. Bon. Ces conseils-là, on les connaît. On va devoir avancer, les garçons, sur le bien bouger, parce que aujourd'hui, il y a des sportifs qui nous écoutent, il y a des personnes qui ne sont pas sportives. Moi, je voudrais vraiment leur parler. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont du temps, savent qu'il faut faire du sport, savent qu'il faut faire de l'activité physique. Et là-dessus, il n'est surtout pas trop tard de le faire. Le plus tôt est le mieux. On a eu une visioconférence il n'y a pas très longtemps avec le docteur Philippe Auguste, avec qui je travaille à Rouen, qui a été médecin des équipes de France de triathlon. Et lui, il parle vraiment de fréquence cardiaque. Trop souvent, les gens qui démarrent le sport, nous on le sait, le sport d'endurance, c'est doucement, lentement, où on a une aisance respiratoire. Mais le débutant, dès qu'il court, dès qu'il se met sur un vélo d'appartement ou en ce moment qui va courir dans son quartier, il a tendance à forcer, à devenir tout rouge, à devenir pas bien parce qu'il monte trop dans les tours. Le conseil qu'il disait, c'était 2 fois la fréquence cardiaque de repos maximum. Donc, quelqu'un qui est à 60 au repos, admettons 60, eh bien, il ne faut pas qu'il monte à plus de 120. Donc, la plupart des gens qui sont ici, qui nous écoutent, qui sont débutantes, qui sont peut-être en surpoids, qui sont peut-être déconditionnées, eh bien, il faut vraiment, vraiment aller doucement. Peut-être alterner marche et course. Qu'est-ce que tu peux nous donner, toi, Didier, comme conseil en tant que préparateur physique et kiné du sport? Alors, en fait, moi, je vais rebondir sur 2 choses. Là, on va parler pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas trop Ouais. l'habitude du sport et qui se remet un petit peu dans une activité. Il y a 2 choses. La première chose, c'est que si vous n'avez pas couru depuis X années et que vous voulez vous remettre à la course,
les préconisations, en général, on parle de stress mécanique déjà. Donc là, on parle juste du corps. C'est la capacité à votre corps d'encaisser ce que vous allez lui proposer sans vous blesser. Là, vous avez la clinique du coureur qui fait des choses très, très bien là-dessus et qui vous réapprend à courir. Donc, qui donne des protocoles d'entraînement très, très bien. Et au départ, moi, sur des patients qui sont soit blessés ou qui ont une reprise d'activité après une longue période d'inactivité, entre guillemets, hein, monsieur et madame tout le monde, qui ont leur métier, qui gèrent des trucs comme ça, mais qui ont envie de se remettre, on repart sur 10 minutes au départ, en alternant course et marche. Donc, c'est vraiment Pas quelque une chose heure, pas une heure. de très, très faible. Et on va incrémenter tout doucement en fonction des réactions du corps, des sensations. Et le problème, c'est toujours aller trop vite, trop fort. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'on a une relation entre l'intensité de l'exercice et les risques d'infection. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Metz en 2003. Plus vous allez taper dans l'organisme, plus vous allez augmenter l'intensité de l'exercice, plus vous allez avoir un risque infectieux qui va être important. On le retrouve même chez les sportifs de haut niveau, hein, on en avait parlé déjà, Francky, il n'y a pas très très longtemps. Hein. C'est l'angine du coureur cycliste hein, qui a vraiment tapé tellement dans son organisme qu'il se met à avoir une angine en plein été. Donc, on se dit, c'est pas possible, c'est un sportif, il est bien suivi médicalement et tout. Non, mais son organisme dit, c'est trop, c'est stop, je ne peux plus. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc en fait, on parle d'effectivement de 50 à 70% des fréquences cardiaques maximum, hein, ces recommandations, ce que tu disais, hein, pour un non-sportif. D'accord. Et donc deux fois la fréquence cardiaque de repos, c'est très bien. Effectivement, c'est facile à mettre en œuvre. Ouais, il y a beaucoup de montres connectées. On ne va pas citer de marque, mais des ceintures cardiaques très accessibles. On peut prendre le pouls aussi un petit peu au poignet sur 15 secondes pour voir. Mais normalement, on doit être capable de parler à son voisin, même si en ce moment, on n'a pas de voisin, il faut l'imaginer quand on court. Mais on a des mauvais réflexes encore. C'est voilà, d'être un petit peu essoufflé, mais de ne pas suffoquer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conseils. Mais on se rend compte, je lisais un rapport de l'ANSES aujourd'hui qui disait que les effets de la restriction des déplacements en ce moment liés au confinement sur l'appareil locomoteur, on sait que nos articulations, si elles ne font pas d'exercice, c'est un petit peu comme les poulets en cage qui ne font pas d'exercice. Les articulations sont molles, les os sont mous, le muscle est tendre, il y a beaucoup de matière grasse. Il faut faire de l'exercice, il faut profiter vraiment de cette heure quotidienne, je pense. Moi, il me semble au moins une demi-heure pour faire un exercice d'endurance 5 ou 6 jours sur 7. Alors, petite routine, hein, là, c'est juste sur le plan pratique, encore une fois. Hein, j'ai des enfants à la maison, hein, 7 ans et 14 ans. Il y a les plus grands, mais qui se gèrent tout seuls. Le temps de télé, c'est toutes les 20 minutes, c'est debout. Debout, on fait des squats, des fentes, du gainage et des pompes. Donc, ils ont le droit de jouer à leur jeu, il n'y a pas de souci, mais toutes les 20 minutes, boum, debout. Et de toute façon, on limite aussi, hein, d'accord. Et puis après, on essaie d'optimiser. Rien ne vous empêche, effectivement, ça paraît curieux, mais de regarder la télé debout, si vous voulez. D'être actif, chercher à vous étirer, étirer les psoas, ça va être quelque chose d'absolument nécessaire. On pourra y revenir tout à l'heure sur le sport et les problématiques de home trainer, par exemple, aussi. Hein. Ouais. Par contre, là où je veux revenir encore un petit peu, hein, c'est sur l'intensité de l'exercice. À intensité modérée, les conditions sont sans appel. On a vraiment une stimulation de la fonction immunitaire. On a moins de maladies, d'accord, en règle générale, les gens qui font ça toute l'année. Donc, l'intérêt d'avoir une activité physique. Quand je dis activité physique, hein, ça peut être du jardinage, ce n'est pas du sport, mais une activité physique modérée. La durée est moins longue des maladies aussi. Et on a une diminution avérée aussi des infections respiratoires par rapport aux personnes sédentaires. On sera mieux armé aussi après le confinement avec une immunité au taquet. Donc, il faut en faire suffisamment, mais il ne faut pas en faire de trop parce que sinon, on retrouve les travers de la personne qui ne fait rien non plus. Et juste une petite parenthèse, c'est les gens qui ont été peut-être un petit peu affectés, qui ont eu un train de fièvre ces temps-ci, là, depuis le confinement, un petit peu avant. Les recommandations, sans un appel non plus, hein, c'est 3 semaines minimum de non-activité après l'arrêt des symptômes. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Il y a des risques myocardiques derrière, il y a vraiment des risques cardiaques sévères.
Donc, vraiment, sur une fièvre, ne faites rien pendant 3 semaines. Et surtout, alors ça, c'était en usage dans les sports de combat, hein, judoka, boxeur. Je suis fiévreux, j'ai un rhume, j'ai un truc, je vais aller transpirer à la salle, je mets en plus un vêtement de sudation, et puis derrière, je crée encore des déshydratations et des problématiques effectivement d'impaction S'il vous hypothermique. plaît, s'il vous plaît, ne courez plus. Je vois trop de personnes qui veulent perdre du poids comme ça, qui se couvrent énormément pour perdre du poids alors qu'ils perdent que de l'eau, qui mettent en danger la température corporelle. Alors, s'il vous plaît, si vous nous entendez, les quelques sportifs, eh bien, surtout ne faites pas ça. Courez dans une tenue où vous êtes à l'aise. Ça ne sert absolument à rien. Au contraire, c'est plus mauvais que toute autre chose. Tu veux rajouter quelque chose, Cyril, là-dessus? Je vais vous apprendre un truc que j'ai découvert quand j'avais 40 ans. Je ne connaissais même pas le nom avant. Même si on me l'avait peut-être dit quand j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je suis même sûr que mon premier entraîneur de triathlon me l'avait dit, mais je ne l'avais pas entendu. C'est la proprioception. Donc, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui ne le connaissent pas, parce que même à 40 ans, vous savez, je n'ai pas honte de le dire, j'ai découvert ce mot de proprioception. Donc, c'est tellement une évidence pour Didier parce qu'il est kiné, ostéopathe et dans le monde du sport, la proprioception, on croit que c'est une évidence. Mais quand j'ai préparé mon enduroman, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Cyril, commence par faire la proprioception. Voilà. Donc, regardez proprioception, YouTube, alors vous allez peut-être trouver tout et n'importe quoi. Mais Didier disait de faire debout. Moi, alors là, je suis triste, je suis sur une chaise. Mais juste en dessous de mon bureau, j'ai un ballon. Vous savez, les gros ballons, là, ce qu'on appelle les medicine balls, ou peu importe le terme. Vous en trouvez à 3 fois rien chez Decat ou n'importe quelle boutique. Sur Internet, vous pouvez en commander en ce moment. Au lieu de regarder la télé dans un canapé, au lieu d'être dans un bureau, vous savez, comme ça, les épaules vers l'avant et puis complètement la tête dans le clavier ou sur la souris, on fait. Voilà, donc toutes ces postures au quotidien, dans votre travail, dans la vie de tous les jours, soyez dans la proprioception. Et ça veut dire quoi la proprioception? C'est dans la pleine conscience de ces postures. Une fois de plus, attentif à sa respiration, sa verticalité et voilà, ses positionnements d'épaules. On va travailler ses gammes, mais dans la vie de tous les jours. Et donc, on va faire des petites corrections. Et avant de partir le matin, par exemple, faire du sport à la fraîche, parce que c'était une des questions qu'on posait aussi, que je voulais dérouler, quels sont les conseils quand on va faire du sport le matin à jeun? C'est plutôt recommandé. Moi, je le fais. Il ne faut pas le faire tous les jours. Mais quand je le fais, en tout cas, je ne le fais jamais avant d'avoir fait 10 minutes, un quart d'heure de travail de respiration, de pleine conscience et des exercices d'assouplissement et d'étirement. Voilà, je dis bonjour à mon corps, j'accueille chaque muscle, j'en prends conscience et tous les petits déséquilibres, toutes les petites tensions qu'il y a pu y avoir toute la nuit, je les libère et après je peux aller courir. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Donc, faire des ruptures pédagogiques, comme disait Didier, on va se lever. À l'école, c'est ce qu'on nous apprenait. Souvenez-vous, quand on était assis sur nos chaises d'école, qu'est-ce qu'on faisait quand on était gamin? Levez-vous! On se levait. Ce n'était pas simplement pour être poli et dire bonjour à la personne qui entrait, c'était simplement faire une rupture pédagogique et une posture nouvelle pour refaire circuler le sang dans tout le corps et restimuler les neurones aussi. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Donc voilà, c'est le conseil du jour, c'est pas le mien, c'est celui de Laurent Chopin, nouveau puisqu'il écrit proprioception. Un dernier truc avant de passer sur… Tu veux dire quelque chose, Didier? Si vous voulez regarder des petites choses sur la proprioception, pardon, je vous invite à aller voir Aurélien Broussal-Derval. D'accord, on mettra le lien si tu veux. D'accord, Aurélien Broussal-Derval qui intervient à l'INSEP et qui fait des petits posts et des petites capsules là-dessus qui sont vraiment intéressantes. Ça vous permettra d'avoir des avis à la fois pertinents et éclairés. Ouais, moi je dis on se lave les dents normalement 1 minute 30 à 3 minutes 3 fois par jour. Excellent. Et moi je me lave les dents sur un pied. Et Excellent. Clémence, ma fille, avait fait une fois une petite entorse du genou. Et je lui ai dit, lave-toi les dents. C'est en plus ludique avec les enfants. Et tu te laves les dents, peut-être la moitié du lavage sur une jambe, l'autre moitié sur l'autre jambe. Et donc, les mouvements du bras, Les yeux fermés. voilà, les yeux fermés, on peut compliquer la tâche. Et du coup, on travaille vraiment le positionnement de son corps dans l'espace. Alors, il faut qu'on avance. Je vois qu'il est déjà 52. Voilà, on en a parlé un petit peu, mais on va faire un peu conclure cette première partie. On a vu que finalement, le trop était l'ennemi du bien. Il ne faut pas trop manger, ce n'est pas bon pour l'immunité. Il faut faire du sport, mais pas trop parce que ça entraîne aussi parfois une excitation, un stress oxydatif qui fait que on va moins bien dormir. Il vaut mieux privilégier le sport en début de journée.
Et puis surtout, on va parler maintenant plus particulièrement du sport, des sportifs. Donc, si vous êtes un peu moins sportif, eh bien, vous pouvez bien entendu rester. Et si ça ne vous parle pas du tout, le sport, ou vous avez une intolérance ou une allergie d'enfance ou de longue date au sport, eh bien, essayez de faire juste de l'activité physique, de bouger un petit peu, de faire des pas quotidiens. On est des Homo sapiens sapiens. Et on est prévu pour marcher 50 à 70 000 pas par jour. On n'est pas prévu pour faire simplement 5 000 ou 10 000 pas quotidiens. Ça, c'est le minimum syndical. Il faut vraiment marcher plus, faire de l'exercice. Alors, c'est difficile en ce moment. Si vous avez un escalier chez vous, faites des allers-retours. Si vous avez un jardin, on a vu des personnes faire un marathon, c'est un peu trop, mais au moins, vous pouvez faire des allers-retours dans le jardin ou dans votre quartier. Et puis, voilà. Donc, parlons un petit peu de sport ensemble. D'un point de vue Si je peux me mental. permettre juste Ouais, un vas-y, truc, parce qu'en vas-y, fait, il y a Cyril. quelques personnes qui sont en train de partir. On était à 850 jusqu'à il Ouais, y a 5 minutes et d'un seul coup, ils voient le temps passer Ouais. et on ouais, est à 810 là. ouais. Moi, je peux dire à ceux qui sont encore là, restez jusqu'à la fin parce qu'on a quelques questions qui ont été abordées. On va apporter les réponses. Donc, ne quittez pas si vite, vous risquez de le regretter. Ok, ça a bien fait, Cyril, super. Et un peu, ce que je disais, c'est que mentalement, pour les sportifs, bah, il y a les sportifs, beaucoup se fixent des compétitions, des échéances, tu l'as un peu abordé, et tout s'annule. Il n'y a pas de visibilité. Même les athlètes olympiques n'ont plus de Jeux olympiques cette année. On est un peu perdu. On sait que la période ne va pas être vraiment propice à développer de nouvelles aptitudes. On va être plutôt dans le maintien. Mais mentalement, comment on peut gérer ça? Cyril, ça rejoint un petit peu ton introduction. On peut peut-être passer vite ou peut-être plus spécifiquement sur le sport. Moi, j'ai connu personnellement ce cas-là et c'était peut-être finalement, on va relativiser un peu les choses. Euh, je tire d'ailleurs, je vais faire un petit appel à Nicolas Granger, qui est un grand ami, le meilleur nageur au monde dans sa catégorie, qui est français, qui est de chez nous. Donc là aussi, Nicolas Granger, si vous voulez des références. Lui, comme moi, on a connu des graves accidents dans la vie et donc on a été contraint d'arrêter comme ça du jour au lendemain et de dire au revoir à un grand projet sportif que nous avions. Et c'était pas un virus, c'était pas le gouvernement qui dit stop, sortez plus. Voilà, c'est simplement la santé. D'un seul coup, la santé n'est plus là. Et on te dit, tu restes chez toi pendant 3 mois au lit. Ou à Nicolas, on lui a dit, tu vas rester dans une chambre complètement enfermée en hôpital et tu n'as pas le droit de sortir pendant 6 mois. Et là, effectivement, tu n'as pas le choix. Donc, quand tu n'as pas le choix, bah, en fait, la seule chose sur laquelle tu as prise, c'est ton état intérieur. Donc, relativiser, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'une fois de plus, on est dans le déni, on aimerait que, etc., mais on ne peut pas. Donc, il y a un travail sur soi à faire. Il n'y a pas le choix de toute façon. Donc, quand on n'a pas le choix, on accepte. Et une fois qu'on a accepté, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on ne peut pas se bouger suffisamment, tu viens de nous montrer effectivement, et c'était une question qu'on nous posait, il faut s'hydrater. Donc, qu'on bouge ou qu'on bouge pas, c'est au moins 1,5 litre par jour. Et après, vous avez remarqué que Francky comme moi, on a des choses dans l'eau. On ne prend pas de l'eau pure. Pourquoi? Parce que, eh bien, on estime qu'il faut apporter plus que de l'eau dans notre corps pour qu'il puisse capter aussi les vitamines et les minéraux dont il a besoin. C'est pas seulement dans la nutrition, mais aussi dans l'hydratation qu'on va le trouver. Donc, ça répond au passage à une question. Et moi, par rapport à cet état de fait, puisque de toute façon, on ne peut pas agir sur ce qui est à l'extérieur et qu'on ne connaît pas encore l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer pour certains. Est-ce que cette épreuve a lieu ou pas? Le marathon du Mont Blanc, on le sait, vient d'être annulé, mais ceux qui font l'UTMB, annulé ou pas, ils ne savent pas encore. Je ne crois pas d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. La seule chose sur laquelle je puisse agir, c'est dans le ici et dans le maintenant, c'est dans le présent. Comment on fait pour être dans l'ici et maintenant, dans le présent? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. On respire, on reprend ses appuis et on se déconnecte de ses émotions, en fait. On reprend une posture juste, une attitude juste. Et comme pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer, la seule chose que je puisse faire, c'est avoir une stratégie, un plan d'action adapté à cet environnement. Donc moi, quand j'étais en lit, je ne pouvais pas sortir de mon lit. La seule stratégie que je pouvais mettre en œuvre, c'était me nourrir, bien dormir, et après, c'était visualiser. Je visualise. Et le pouvoir de la visualisation est important, sachez-le toutes et tous. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Croyez-y, croyez-y pas, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Les neurosciences nous le prouvent aujourd'hui. Donc, je vous invite tous à structurer vos pensées de façon positive. Si vous imaginez des choses positives, c'est un effet positif sur votre corps. Si vous imaginez que l'UTMB aura lieu, et peut-être qu'il n'aura pas lieu, mais en attendant, vous ne le savez pas, et continuez d'imaginer, de visualiser votre course et de vous entraîner de façon adaptée avec l'entraînement
qu'il est possible de faire en ce moment. Voilà, donc il y a tout un travail psychologique à faire sur soi. Des méthodes, il y en a. Donc, comme je sais qu'il y a plein de questions là-dessus, elles déroulent, n'hésitez pas à nous questionner. Je pense qu'avec Francky, on vous apportera des réponses pour ceux qui sont frustrés de ne pas avoir eu la réponse à tout. Ouais, je rebondis là-dessus, Cyril, parce que c'est très bien que tu en parles. Effectivement, la simulation motrice, hein, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Hein. À l'INSEP, c'est quelque chose qu'on fait aussi. C'est quelque chose que je fais aussi avec des patients qui ont des grosses problématiques neurologiques. Donc, en fait, imaginer le mouvement ou imaginer effectivement le sport qu'on fait habituellement et se remettre même dans un mode compétition, mais dans sa tête, permet effectivement de conserver des acquis. Donc ça, c'est vraiment bien. Hein. C'était un petit peu ce qu'on voyait dans le film de Luc Besson, hein, quand Lilou, dans le cinquième élément, regardait des vidéos et puis il était en mesure d'acquérir tout un savoir. Ça fonctionne, effectivement. Hein, les neurosciences nous le prouvent. Donc c'est vraiment quelque chose de très probant. Donc ouais, merci de l'avoir rappelé, ça c'est très bien. Et puis, on peut faire beaucoup d'exercices à la maison. Justement, on voit aujourd'hui des tutos, nous on reçoit des newsletters, parfois de l'UCPA, même des professeurs d'EPS au collège qui donnent quelques exercices où on n'a pas besoin évidemment, ce sera très compliqué de développer de nouvelles aptitudes, de développer plus de force musculaire. On l'a vu, je crois que c'était sur Stade 2 encore ce week-end avec un préparateur physique. Une semaine d'arrêt, c'est quasiment 7% de force max que l'on perd. Donc, il ne faut pas chercher à développer, je pense, de nouvelles aptitudes. On peut travailler des points faibles. Quand on est mauvais au gainage, on peut le travailler. Quand on est mauvais en proprioception, on peut le travailler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une cage à squat tous chez soi. On n'a pas tous une piscine chez soi pour continuer à nager ou un bassin de 25 mètres ou un bassin olympique. Il faut trouver des alternatives. Mais je pense que la stratégie principale, c'est une stratégie de maintien pour sortir du confinement à peu près prêt pour remonter en charge. Ouais, alors il y a la partie entraînement physique. Donc, à défaut de nager, moi, avec les athlètes que je coach, on travaille sur des séances d'élastique. Donc, qui vont simuler le mouvement et qui en plus vont faire permettre de travailler sur la propulsion. Donc, il y a tout un tas d'exercices qu'on a élaborés sur cette base-là. On va évidemment avoir pour la course à pied du renfort musculaire en plus des entraînements qu'on peut faire sur 1 heure, mais on va faire des enchaînements où avant, on va faire un peu de cardio divers et variés. On va faire une séance d'entraînement course à pied pendant 1 heure et après, on va y ajouter un travail de proprioception ou d'exercices où on va travailler sur des filières type muscle profond avec travail de chaise, travail de gainage, etc. Donc ça, c'est pour la partie entraînement physique. Et puis après, une fois de plus, il ne faut pas sous-estimer le travail psychologique qu'on peut faire sur soi, parce que je l'ai expérimenté et je l'expérimente avec tous les athlètes que j'entraîne, notamment ceux qui font l'Enduroman cette année, j'en ai 3, et je leur fais faire un travail sur la visualisation, parce que le corps, on va lui suggérer des images de nage, de course à pied et de vélo, et du coup, les mécanismes justement vont se mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, Lydie l'a dit, et je le confirme, et c'est prouvé aujourd'hui, les neurosciences nous le disent, et j'insiste là-dessus, le capital que vous avez acquis pendant tout l'hiver ou le printemps en termes d'entraînement, effectivement, musculairement, vous allez baisser un peu, mais par contre, quand vous allez reprendre, tout ce travail, ce processus que vous avez fait va vous permettre de récupérer extrêmement vite et bien plus vite que ceux qui seront contentés d'avoir fait juste un entraînement très classique. Il y a vraiment des vraies stratégies à mettre en œuvre pendant cette période-là et ça marche. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur le désentraînement ou l'affûtage, hein, puisqu'en fait c'est le pendant. Vous avez les travaux de Laurent Bosquet et Mujica qui est vraiment le spécialiste mondial de l'affûtage. Vous avez normalement, même sur YouTube, vous devez retrouver effectivement des petites communications de Mujica, mais qui va parler plus de l'affûtage. Mais néanmoins, le pendant, vous allez le trouver aussi. Donc ça Bosquet, tu l'écris comment? B-O-S-Q-E-T? Ouais, c'est ça. Laurent Bosquet, hein, c'est faculté des sports de Poitiers. Et l'autre personne, tu l'écris comment? Mujika. D'accord. Mujika, c'est vraiment la grosse référence. L'optimisation et l'affûtage chez le nageur, chez le coureur cycliste et tout. Il est espagnol, mais il parle français très très bien. Et il donne des cours en France. C'est vraiment une des grandes références à ce niveau-là. Donc, vous pouvez piocher des informations chez lui. Moi, j'aime bien aussi l'exemple. Du coup, j'ai appelé quelques sportifs aujourd'hui. Donc, un sportif de 100 kg qui mesure 1m88 et qui a 7% de masse grasse. Donc, ça va parler à certains. D'accord. Donc, c'est un très, très beau bébé qui est 3e ligne en rugby. D'accord. Qui joue en Pro D2.
Donc en ce moment, lui, confinement, il continue. Hein. Alors c'est assez curieux. Ils ont un préparateur physique, plusieurs, un réhabilitateur aussi. Lui, il ne suit pas les recommandations de son préparateur physique du club. Mais par contre, il a pris un coach à l'extérieur. Il fait du crossfit aussi. Et donc, il s'est orienté sur un coach extérieur. Il est aussi prof de CrossFit. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien à la fois les nutrition, à la fois les modalités d'entraînement, mais qui se laisse effectivement gouverner. Donc aussi, ça peut être une période où on peut essayer de chercher des recommandations ou je sais qu'il y a des programmes qui sont très, très bien faits sur certaines plateformes. On en parlait en termes d'endurance, vous avez Zwift ou Strava, vous avez des protocoles d'entraînement qui sont bien faits sur lesquels vous pouvez vous conformer. La grosse problématique qu'on rencontre, effectivement, c'est je prends un protocole, un plan d'entraînement et je veux refaire des choses encore dessus. Et ça, c'est le gros souci. Si vous prenez un plan d'entraînement, faites-le et puis faites des temps de repos. La récupération est importante et tout. De toute façon, tout le monde va avoir la même problématique. Peut-être un petit peu de perte de max, de PMA, peut-être un petit peu de force max. Dans l'absolu, ce n'est pas très, très grave. La problématique, c'est que lorsque les compétitions vont pouvoir reprendre et lorsqu'on aura le droit de ressortir et d'avoir nos habitudes habituelles, pour le coup, ça tombe bien, c'est de reprendre graduellement et de se conformer vraiment pour éviter les risques de blessures. Je voulais juste revenir sur ce qui s'était passé en 2011 aux États-Unis. Il y a eu une grosse grève pendant 18 semaines dans le football américain et avec l'impossibilité pour les athlètes de s'entraîner ou d'avoir même des plans d'entraînement avec leur coach et leur à la fois préparateur et puis les entraîneurs. Ils ont repris pendant 2 mois. Pendant le premier mois de reprise de compétition, premier mois, on a eu 12 ruptures du tendon d'Achille, dont 10 durant la première semaine. Il faut savoir que dans une saison régulière normale, il y en a 5. Dans une saison. Et là, titre perso, moi, ce que j'ai vu ça ici, c'était un ancien de Grenoble, donc qui a joué en top 14, un pilier qui vient ici à Nevers faire sa saison ici entre les deux. Premier match, donc match de préparation, envie de bien faire, envie de montrer qu'il est fort, il tient la mêlée quasiment tout seul, son tendon n'a pas tenu, quoi. Donc rupture du tendon d'Achille. En fait, tout ça pour dire qu'on va tout sortir en étant un petit peu moins fort, c'est pas très très grave. Le tout, c'est de structurer les choses pour aller au mieux, mais progressivement, et puis les performances, on va les retrouver. Ouais, quelqu'un qui aura perdu peut-être 20% de ses capacités, prenons un chiffre comme ça pendant le confinement, les 2 mois de confinement. C'est même pas sûr. Hein. C'est même pas sûr. C'est même pas certain. Il se sera aussi régénéré mentalement, il aura une certaine fin. Il faudra vraiment respecter une progressivité pour récupérer ses 100%, voire progresser. Et on ne peut pas rattraper le temps perdu. On est tous à la même échelle. Mais par contre, celui qui n'aura rien fait pendant 8 semaines, parce qu'il n'aura pas eu le moral, parce qu'il aura bouffé n'importe quoi, parce qu'il aura dit de toute façon, la saison elle est morte, lui, il va mettre des mois et des mois, d'autant plus s'il a 30 ans passés, à retrouver une forme où il va prendre un grand, grand risque de blessure. Si on peut parler de chiffres, moi, dans la progressivité, c'était souvent d'augmenter de 10%, 15% maximum sur 3 semaines pour baisser de 20 à 30% sur une semaine de récupération et de recommencer. Parce qu'il y en a trop qui passent de… voilà, il y a des gens qui faisaient du sport peut-être 2 fois par semaine parce qu'ils avaient un travail, ils avaient le week-end. Là, il n'y a plus de week-end, il y a du télétravail, il y a un peu plus de temps libre puisqu'il n'y a plus de loisirs. Et on se retrouve à voir des gens sur des plateformes comme Zwift, on en parlait, mais même sur Strava, qui font une séance de CrossFit le matin, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui vont faire une compète avec des copains sur Zwift et qui suivent en plus un plan d'entraînement sur un tapis ou en course à pied. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont passés du simple au triple en termes de charge. Alors sur 2-3 semaines, ce n'est pas trop grave pour des solides, mais quand ça fait déjà 5 semaines quasiment qu'on est en confinement, on va arriver sur des problèmes. Et aujourd'hui, le but, c'est pas de se faire mal, quoi. C'est pas de mettre… on a tendance à prendre un petit peu à droite, à gauche et à dire je vais faire un petit peu de tout et un petit peu de tout, ça va faire quelque chose de bien. Ça fait trop finalement.
Je regardais, on avait des questions. Alors, effectivement, progressivité, assimilation, c'est ce qu'on disait dès le départ, hein, effectivement, avec la quantification du stress mécanique qu'on peut mettre ou de la charge de travail. Tu en revenais dessus. Il y a une question, effectivement, sur le sport et le cancer. Quel sport pour le cancer? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Faites un sport qui vous plaît, tout simplement. Ici, je travaille sur le cancer avec l'escrime. Voilà, parce que il y a le côté un peu guerrier qui plaît bien mais l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous fasse plaisir avant tout. Hormis si vous avez une grosse problématique particulière qui vous impose de ne pas aller sur de la contrainte physique importante. Mais l'idée, on peut toujours ajuster en fonction de l'entraîneur que vous avez, s'il est sensible à ça. Moi, j'ai fait des sports de combat avec des enfants IMC. Voilà, on arrive à faire. Le tout, c'est à l'entraîneur d'adapter les choses pour vous. D'accord, c'est toujours l'adaptation. On en revient encore une fois à ce qu'on disait tout à l'heure. Que vous soyez sportif, que vous soyez en rémission de quoi que ce soit, en retour de blessure, c'est l'adaptation et la quantification. Alors, dernier sujet, avant de répondre peut-être à quelques questions plus précisément à la fin, parce qu'il y en a beaucoup trop pour qu'on réponde à toutes les questions, mais c'est le sujet de l'alimentation et le sport, en période aussi de confinement. On voit qu'il y a des personnes qui s'entraînent moins, donc automatiquement prennent du poids, sont un petit peu déstructurées, sont un petit peu perdues. Moi, je dis souvent que, dans mes plus grosses semaines, je m'entraînais 15, 16 fois, parfois 18 fois dans la semaine. Mais de toute évidence, j'ai toujours plus mangé que ce que je me suis entraîné. Voilà, moi, je mange à peu près 28 fois par semaine, à peu près 4 repas par jour, 3 gros repas, 3 repas et une collation l'après-midi. C'est souvent ça, parfois une cinquième. Et finalement, 4 repas quotidiens par 7 jours, ça fait 28 repas. Et pourtant, aujourd'hui, je m'entraîne 4 à 5 fois la semaine. Donc, l'alimentation est une part très importante. Dans le confinement, on en prend un peu plus conscience. Et je dirais, il y a quand même des points positifs dans tout ça. C'est qu'en principe, on mange beaucoup moins de plats préparés. On mange en ce moment, comme on est à la maison, beaucoup moins de repas de type fast-food, sandwich. Et on accorde un peu plus de temps à l'élaboration de nos repas. Comme on fait les courses un peu moins souvent, il faut qu'on se structure. Qu'est-ce qu'on va manger lundi? Qu'est-ce qu'on va manger mardi? Qu'est-ce qu'on va manger mercredi? Il faut qu'on planifie. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour les sportifs, la difficulté étant à la fois de gérer le poids pour sortir du confinement, pas avec 4-5% de masse grasse en plus, et puis une bonne nutrition au quotidien qui ne soit pas prise de tête, qui ne nous expose pas trop dans les grandes surfaces, parce que moi, je n'ai pas envie d'aller dans une grande surface, très clairement. Aujourd'hui, la seule grande surface que je fréquente, c'est la Biocoop, une fois par semaine avec un masque. Parce que je ne me sens pas invincible. Je sais que je suis solide face à la maladie, mais je ne me sens pas invincible, donc je ne fais pas de zèle. Mais par contre, je n'ai pas de marché pour acheter mes fruits et légumes, donc j'essaye de trouver des alternatives pour me les faire livrer une fois par semaine à domicile. Et puis surtout, je m'appuie sur la gamme Biotissané et Énergie Diète pour compléter mon alimentation et ne manquer de rien 2 fois par jour. Alors, je sais que vous êtes comme moi, vous mettez Énergie Diète généralement au petit déjeuner ou en collation, on en a parlé un petit peu. Quels conseils on pourrait donner aux sportifs aujourd'hui qui voudraient éviter de prendre du poids ou peut-être commencer à en perdre? Je pense que c'est délicat, même si ta femme Cyril a réussi à le faire. Qu'on parle un petit peu de cette approche-là, de manger en pleine conscience, de préparer, de savoir ce que l'on mange, de renforcer son alimentation, de supplémenter son alimentation pour mettre toutes les chances de son côté. Il y avait à 2 reprises, on a posé la question de l'hydratation. Donc, évidemment, c'est important pour l'hydratation. Donc, il ne faut surtout pas l'oublier, surtout en cette période où on est plus en intérieur qu'à l'extérieur. Donc, des environnements plutôt secs. Donc, s'hydrater est extrêmement important. Je conseille aussi au passage de prendre des douches plutôt froides que chaudes. Peut-être une évidence pour certains. Mais dans le confort qu'on a eu cet hiver, on a peut-être eu tendance à prendre des douches chaudes ou des bains chauds. Moi, je recommande, été comme hiver, douche froide, et oui, c'est très bon. Maintenant, sur la nutrition, s'il y avait peut-être un conseil, un seul que je donnerais moi, c'est la pratique de mon épouse, oui, c'est qu'en ce moment, c'est des repas très légers le soir, donc je fais pas un coup de pub, et l'énergie diète le soir, pour elle, elle trouve ça miraculeux. Voilà, c'est une découverte pour elle, parce que moi, j'en prends 2 par jour, plutôt collation petit-déj, et elle prend le soir. Et elle a fait des tests entre faire une diète le soir et énergie diète le soir, la différence entre les deux. Elle me dit, mais je me réveille bien le matin, j'ai bien dormi, j'ai perdu, en l'occurrence, elle a perdu du poids,
Et elle a galbé sa silhouette aussi. Donc, la nutrition le soir, c'est manger le plus léger possible. Il n'y a pas besoin de faire des gros repas le soir, très léger. Et si vous avez du mal à vous endormir le soir, parce qu'il y a beaucoup ces questions-là qui reviennent aussi, je ne dors pas bien, j'ai du mal à m'endormir, une pomme le soir. La pomme le soir, c'est un coupe-faim. La pomme le soir, ça permet de sécréter la mélatonine plus rapidement, l'hormone du sommeil. Et puis un fruit, c'est bon, hein, on peut finir par la journée par un fruit, quoi, en termes de vitamines. Donc la pomme de soir, c'est très bon. Une pomme par jour, ça éloigne le docteur, comme le dicton le dit bien. Voilà, donc voilà pour quelques petites recommandations. C'est plutôt des tips, c'est pas des recommandations. Si vous voulez des grandes recommandations, d'ailleurs, il y a une remarque qui a été faite, c'est n'hésitez pas à demander à un entraîneur dans votre club, n'hésitez pas à demander au coach. C'est vrai qu'il y a des gens spécialistes pour ça, et donc il ne faut pas hésiter à vous informer, à poser des questions aux spécialistes. Et d'ailleurs, moi, je me réfère à Francky, qui en matière de nutrition, on connaît tout un rayon. J'ai encore découvert plein de choses grâce à toi, Francky, et je tiens à le dire. C'est vrai que moi, je suis passionné par cette gamme. Je l'ai intégrée dans ma préparation physique depuis 8 ans. Et c'est vrai que cette gamme me permet de répondre aux deux problématiques du sportif. La problématique du sportif, que ce soit en confinement ou pas, mais c'est vrai que c'est plus généralement en dehors, c'est est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour faire ma séance ou ma compétition? Parce que en mangeant 3 heures avant, en mangeant ça, est-ce que je ne vais pas faire une hypoglycémie réactionnelle? On a besoin d'être vraiment rassuré sur notre nutrition parce que ça peut être un facteur de stress et donc un facteur de contre-performance. Après, l'autre paramètre où on veut être rassuré, c'est la digestion. Parce que moi, j'ai essayé plein de choses. On connaît les fameux gâteaux pour les sportifs. On connaît les pâtes al dente avec de la viande blanche, sans sauce tomate, avec juste un filet d'huile d'olive. Moi, je peux vous assurer, j'ai un système digestif plutôt fragile et j'ai fait plein de contre-performances à cause, non pas de ma préparation physique, mais à cause de mon alimentation. Finalement, à ne pas savoir comment je fonctionnais, qu'est-ce qui me réussissait ou pas. J'ai quasiment mis 15 ans à comprendre ça. Et Energy Diet, j'aurais tellement voulu connaître cette gamme-là, cette base alimentaire qui nous permet aujourd'hui de prendre un repas équilibré avant le sport, pendant le sport, pour les efforts longue durée, des choses salées. On est attiré par du salé quand on fait des choses un peu longues. Et, et plus spécifiquement, cette gamme-là me permet moins de prise de tête. J'ai eu des compulsions alimentaires, j'ai fait n'importe quoi avec mon poids. Et à un moment donné, je faisais 1,81 m pour 63 kilos. Je pesais tout, je calculais tout, je me prenais la tête, j'étais devenu compulsif, je ne dormais pas, j'avais plus d'endurance. Et j'ai vraiment compris, avec toutes ces recherches et grâce à cette gamme, qu'aujourd'hui, on avait deux métabolismes principaux. Moi, je le dis souvent, c'est deux robinets d'énergie. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on a un robinet des sucres qui fonctionne pas bien. Ce robinet des sucres, malheureusement, il est tout le temps ouvert. Donc, on mange du sucre, ça coule par le robinet, on a un sursaut d'énergie et dès que ça coule un petit peu moins, on a la dalle, on a des compulsions, on en redemande et ça tire beaucoup sur notre insuline et ça nous stresse. Voilà, c'est mauvais ça augmente le cortisol, ça empêche de dormir, le sucre, au-delà que ça donne des caries pour les enfants. Et par contre, on a un robinet qui est grippé, c'est le robinet des graisses, que toi, tu as dû développer énormément, Cyril, pour faire des choses aussi longues que l'enduroman. C'est l'entraînement à jeun peut servir à ça. C'est que les robinets s'ajustent en permanence. On a sur nous, même le plus sec d'entre vous, comme moi, 7% de masse grasse, on peut faire environ 2 marathons avec l'énergie qu'on a sur nous. Pas uniquement l'énergie en forme de sucre emmagasiné, le glycogène, mais l'énergie graisseuse. Simplement, on sait mal l'utiliser. Et on voit plein d'athlètes qui ont stimulé cette filière, ce métabolisme, grâce à une bonne alimentation, grâce à des entraînements lents et modérés, mais aussi à côté des entraînements très intenses. Eh bien, ils savent ouvrir le bon robinet des sucres quand il y a besoin de monter en intensité, mais ils savent ouvrir le robinet des graisses quand il faut durer. Et ils savent switcher sur ces deux robinets. Et je trouve que la gamme nous aide parce qu'elle est digeste, donc elle nous rassure. On peut la consommer pendant l'effort, avant l'effort, on a un complexe enzymatique. On vous expliquera ça pour les sportifs lundi soir à 21 h avec Victorien, un grand sportif. Je vais vous donner le lien juste après quand j'aurai fini ma partie. Et cette gamme-là, elle nous permet de nous complémenter intelligemment, de nous renforcer au quotidien avec des apports équilibrés en macro et en micronutriments. Moi, je trouve qu'une fois par jour le matin,
Et idéalement, quand on fait une séance intensive comme toi, tu fais Didier le midi sur du CrossFit où tu sollicites profondément ton métabolisme et tes muscles, d'avoir un apport énergétique intéressant dans ce qu'on appelle la fenêtre métabolique de récupération, dans la demi-heure qui suit le sport. Là où beaucoup ont pensé qu'on pouvait mettre tout et n'importe quoi parce qu'on assimile tout. Ouais, mais il vaut mieux assimiler des bons BCAA, du bon magnésium, des bons oméga 3, des bonnes vitamines, des bonnes fibres qui vont réensemencer notre flore intestinale parce que c'est notre deuxième cerveau qui vient travailler sur notre immunité, tous les process inflammatoires. Tout ça, c'est tellement complexe et ils ont réussi avec Energy Diet à faire quelque chose de simple, de savoureux. Je suis sûr que vous avez vos saveurs préférées, Cyril et Didier. C'est quoi pour vous? Alors moi, le matin, curieusement, c'est thaï. Ah ouais, bon, Avec un œuf, il faut des exceptions. Alors moi, pour témoigner là-dessus, hein, effectivement, la gamme, moi, je la trouve cohérente. Ouais. 25% des apports journaliers recommandés en vitamines et minéraux, c'est pas surdosé, puisqu'on voit des gammes voilà, on vous propose quasiment 120% des apports recommandés. Non, c'est complètement idiot. Donc voilà, moi je la trouve vraiment raisonnable, cette gamme-là. Gustativement, elle est bonne. En termes de satiété, c'est super. Après, il y a un truc dont on n'a pas parlé, certains nous parlaient de l'hydratation. Si tu pouvais faire juste un petit focus sur l'hydratation et tous les gens qui font du home trainer en ce moment. Parce que effectivement, la déshydratation est importante. Et l'intérêt, et moi j'ai relu les travaux de Denis Richer sur l'intérêt d'une boisson d'effort. C'est intéressant, mais je veux bien avoir ton avis là-dessus. Et je pense que ça va éclairer beaucoup de monde. Parce que tu as plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Alors, il y a tellement de choses à dire. En effet, c'est un sujet aussi vaste que la culture de Denis Richer sur la nutrition du sport. Moi, j'aime beaucoup utiliser une boisson d'effort parce que je crois que notre plus grand défi aujourd'hui, que ce soit personnellement, professionnellement, c'est l'énergie. On parle de la santé, mais je dirais c'est d'avoir de l'énergie. Et l'énergie, il faut éviter de taper trop dans ses réserves parce que quand on tape dans ses réserves, on a automatiquement un plus grand stress et donc c'est d'autant plus long pour faire ce qu'on appelle la surcompensation. Et je pense que la surcompensation, elle se fait déjà avant l'effort. Moi, avant l'effort, quand je n'ai pas mangé depuis 4 heures, imaginons que je fais du sport le soir à 18 heures, j'ai fini de manger à 13 heures le midi, je prends quelque chose avant de faire du sport, préférentiellement Energy Diet parce que c'est digeste, et je vais m'hydrater au cours de l'effort parce que m'hydrater avec de l'eau, on l'assimile très très mal l'eau. L'eau naturelle, que ce soit l'eau du robinet, que ce soit l'eau de source, on va très très mal l'assimiler et la digérer. Elle ne va pas avoir une bonne concentration pour être passée dans la lumière de l'intestin et ensuite passer dans le sang pour se réhydrater. Et sur Home Trainer, on peut très facilement perdre, avec un petit peu d'intensité, avec ou sans ventilateur, 1 litre d'eau à l'heure. Voilà, avec tous les minéraux. On ne le voit pas trop là parce qu'on n'a pas de casque quand on fait du home trainer, mais l'été, quand on fait du vélo, c'est les jugulaires qui sont toutes blanches. On a l'impression de s'être baigné à la mer tellement on est salé. Et la sueur est acide et la sueur est pleine de sels minéraux. Et aujourd'hui, moi, la boisson qu'on utilise avec Biotisane, c'est la boisson isotonique, boisson énergie et fort. Moi, je l'aime beaucoup parce que elle est très bien tolérée déjà. Elle me permet de me réhydrater et de ne pas m'écœurer parce que j'ai essayé plein de boissons, y compris quand j'ai été sponsorisé. Il y a plein de travers. Il n'y a pas de certification antidopage, donc il peut y avoir quand même des risques de contamination croisée et tout ça, ce qu'on a nous. On a un problème de goût, c'est-à-dire que des choses comme menthe et tout ça, on s'écœure, pêche et tout, on n'en peut plus. Quand elles sont vertes, bleues, il faut quand même se douter qu'il y a des colorants. Donc, moi, ce que j'aime bien dans cette boisson, c'est, je la dose avec 2-3 cuillères en fonction de la température et ça me permet de ne pas tomber en fringale, de faire une bonne session d'entraînement et du coup de manger plus facilement léger le soir parce que beaucoup de gens parmi nous faisons du sport le soir et quand on fait du sport le soir, qu'est-ce qui se passe? On rentre, on a la dalle. Il suffit que l'entraînement il soit à 19h, 20h, on n'a pas mangé depuis le midi, on fait quasiment une fringale à chaque entraînement.
Voilà, si on mange quelque chose, on l'a sur l'estomac, donc on ne fait pas un bon entraînement. Et derrière, en rentrant, on dévore nos spaghettis à la carbonara pour être équilibré, et puis une fois à la bolognaise, et puis une autre fois avec juste un filet d'huile d'olive et un peu de parmesan. Et en fin de compte, on se couche l'estomac lourd. On a du mal à se réhydrater parce que quand on a l'estomac plein, on va boire beaucoup, on va diluer nos sucs digestifs et donc on va digérer toute la nuit, on va avoir des réveils nocturnes, on va être KO le matin. Donc moi, je suis plutôt sur une stratégie d'anticipation. Et quand l'effort est très intensif, boisson d'effort obligatoirement parce qu'on est en train de taper dans le métabolisme du sucre. Et par contre, quand je suis en train de faire des séances souples, je les fais souvent le matin, parfois à jeun, et bien là, je prends que de l'eau parce que comme je suis en train d'être des intensités faibles, 120, 130 pulsations par minute, eh bien, je sue moins, donc je me déshydrate moins. Donc l'eau, je l'assimile mieux et bien, je suis en train de travailler mon fameux robinet des graisses. Et donc, voilà. Donc, je l'utilise. Le mot idéal, c'est en fonction de l'intensité. Mais plus c'est intensif, plus c'est important. Plus c'est souvent, plus c'est important parce que justement, on récupère plus vite. Et puis, si c'est lent, une fois de temps en temps, c'est bien de carburer à l'eau claire ou éventuellement de l'eau gazeuse dégazée avec des bicarbonates, par exemple de la Badois qui a été un petit peu secouée ou de la Ceinture éventuellement et dégazée et de boire ça tranquillement pendant son effort le matin à jeun ou avec juste un petit déjeuner léger dans les jambes, mais seulement si l'intensité est faible. Ouais, juste sur le plan pratique, c'est sur le volume. En règle générale, on dit un bidon. Un bidon, c'est à peu près 500 millilitres. Ça fait un bidon à l'heure. L'excès d'hydratation est délétère aussi. Il faut le savoir, on a plus d'incidents sur des marathons avec des gens qui sont en hyperhydratation que le contraire. Et pour revenir sur l'alimentation, je pense que c'est un sujet important. La notion de qualité et de quantité, tu parlais de Cyril que 30% de calories en moins, c'était 20% d'espérance de vie en bonne santé en plus. Et le vrai deal aujourd'hui avec notre capital santé, c'est de durer. C'est pas de durer et de vivre le plus longtemps possible, mais de durer et d'être en forme. Moi, je suis content aujourd'hui à 42 ans de ne pas être cassé, de ne pas avoir d'arthrose. Et voilà, je ne suis pas un modèle de longévité non plus, j'ai que 42 ans. Mais je pense que mes choix alimentaires, depuis longtemps, je suis vraiment en train de récolter les fruits. Voilà, de faire des bons choix. Un mot qui est important, tu l'as dit, je pense qu'on a tous dit d'ailleurs ce mot-là au moins une ou deux fois, et Fransky, tu l'as dit maintes et maintes fois, je l'entends, c'est stratégie. Souvent, quand on a des problématiques voilà, peu importe les problématiques qu'on a, souvent c'est qu'on subit. On subit ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas testé, on n'a pas protocolé les choses et on s'écoute jamais assez. Et moi, ce que j'ai appris avec cette gamme, parce que est-ce que cette gamme, elle est bonne, elle n'est pas bonne, est-ce qu'elle est chère, est-ce qu'elle n'est pas chère? Moi, ce que j'ai appris et ce que je fais partager aujourd'hui avec mes équipes que je coach ou les dirigeants d'entreprise, c'est d'aborder la nutrition de façon stratégique. Or, on mange quand on peut, on mange ce qu'on peut, on mange les quantités qu'on imagine qui sont les bonnes. Donc, il faut mettre un petit peu de stratégie là-dedans. Donc, la stratégie, c'est je ne suis pas un stratège, je ne vais pas dire à personne ce qu'il faut faire, je n'ai pas la formule miracle. La formule miracle, elle est spécifique à chacun. On a tous des organismes différents, on fonctionne tous de façon différente et si j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Certains vont dire c'est dommage parce que ce serait tellement simple d'avoir la formulation idéale, mais ce serait tellement chiant. Donc en fait, c'est beaucoup plus passionnant. On est tous uniques. Didier l'a dit en préambule, on est tous un écosystème, on a tous notre propre écologie, donc il faut savoir s'écouter. Quand est-ce que je dois boire? Il faut avoir une approche stratégique de son hydratation. Les meilleurs sportifs en course, les meilleurs sportifs en entraînement sont ceux qui ont une stratégie, elle est claire, elle est établie, ils savent précisément ce qu'ils vont prendre, quoi, à quel moment, et surtout avoir les bonnes charges en fonction. Alors, si on parle de trail ou de marathon, de trail par exemple, on ne va pas avoir la même prise quand on monte que quand on descend, parce que quand on descend, on casse des fibres musculaires. Donc, la prise glycémique et l'hydratation ne va pas être la même, et ça, il faut le savoir. Donc, il faut penser stratégie. Et pour la nutrition, c'est pareil. La nutrition, les meilleurs en course ou à l'entraînement sont ceux qui ont mis en place une stratégie. Est-ce que je dois prendre 50 grammes de prise glucidique par heure? Sur certains, ça va être trop. Pour d'autres, ça ne sera pas assez. Globalement, c'est beaucoup, 50. Et voilà, est-ce qu'on s'est déjà posé ces questions-là? Je ne suis pas certain. On se les est posées. Moi, en tout cas, j'ai découvert ça sur le tard. Donc, la stratégie nutritionnelle est extrêmement importante et elle s'applique évidemment pour les sportifs de haut niveau, pour les sportifs passionnés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'applique aussi pour tout le monde. Même la personne qui est
peut-être un peu sédentaire, qui se met à faire du sport, elle doit avoir une approche stratégique de sa nutrition qui intègre l'hydratation, qui intègre l'alimentation traditionnelle ou par substitut, parce qu'on a compris qu'on a un produit qui est de très bonne qualité, qui se digère extrêmement bien et qui permet de très vite récupérer. Moi, après un trail, je ne vais surtout pas sauter après les repas qu'on nous propose, qui sont pourtant très savoureux, mais pourtant qui vont complètement déstructurer ma récupération. Ça, c'est abominable, donc ça, je ne fais pas. Et la troisième chose, Didier l'a dit aussi tout à l'heure, c'est la complémentation. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai la chance, l'honneur, le plaisir de connaître Joël de René. Joël de René, c'est un mec miraculeux. Il a 84 ans. C'est le gourou du surf en France. C'est lui qui a importé le surf en France. C'était le premier champion de France dans les années 60 de surf, Joël de René. Ce mec-là, ce type-là, si je peux me permettre, c'est un homme d'une qualité stratégique dans la vie qui est juste miraculeuse. Il vous parle d'épigénétique, vous allez dire, oh là là, l'épigénétique c'est compliqué. On a tous un patrimoine génétique qui est spécifique. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'influencer tout ce qui tourne autour de ce capital-là. On peut mieux vivre, on peut vivre plus longtemps en se nourrissant mieux, donc approche stratégique de nutrition, en récupérant mieux, donc un bon sommeil. Donc il y a beaucoup de questions sur le sommeil. Donc là, c'est un sujet à part entière sur lequel on peut passer beaucoup de temps. Quand j'ai couru pendant 60 heures sur un enduroman, vous imaginez bien qu'il fallait avoir une stratégie de récupération et de sommeil. Ensuite, une activité physique qui fait du bien. Ce n'est pas nécessairement faire un Ironman, faire un marathon. Une activité physique qui fait du bien, ça va être du yoga. C'est une pleine conscience de son patrimoine corporel. La proprioception fait partie de cette activité physique. Le quatrième, tenez-vous bien, c'est la gestion du stress. On est tous dans un environnement anxiogène. Ça va être le stress des médias, ça va être le stress de l'environnement. Et le corps, il s'oxyde. Quand on a du stress autour de nous, et il y en a du conscient, il y en a de l'inconscient, stress oxydatif. Donc, celles et ceux qui connaissent les complémentations à base d'antioxydants, c'est extrêmement important, effectivement, pour justement rassouplir son corps. Donc, la complémentation, sachez-le, tous les médecins spécialistes, cardiologues, etc., le disent, il faut compléter sa nutrition. Certainement, à certaines périodes de l'année, plus que d'autres, mais il faut bien compléter sa nutrition. Et dernier élément, je terminerai là-dessus, c'est entourons-nous de belles personnes. L'épigénétique, c'est un truc simple. On entend parler beaucoup dans le digital, les infopreneurs, etc., ils le disent tous, et c'est pas con. Entourez-vous de 5 belles personnes. Pourquoi? On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors, si vous côtoyez tous les jours le média, le journal de 20 heures, il y a une remarque là-dessus, je vais m'épargner le journal de 20 heures ce soir. Si votre deuxième copain, ça va être BFM tous les matins, si votre troisième copain, ça va être le voisin qui vous fait tout le temps la gueule chaque matin quand vous partez au boulot, ou si la quatrième personne, ça va être votre patron qui vous dit tous les jours, t'es à moins que rien, etc., ou votre entraîneur qui vous envoie bouler tous les jours, je peux vous dire que ça va être compliqué votre vie. Donc, entourez-vous des belles personnes, des gens qui vous font du bien. Et ça, quand vous avez compris ces 5 piliers de la santé, vous allez construire votre patrimoine génétique, le reformuler, vivre mieux et plus longtemps et mieux dormir aussi. Bon, bah, c'est presque une conclusion, ça, Cyril. Merci beaucoup. Didier, tu as des choses à rajouter pour conclure? Non, non, je rejoins complètement Cyril sur Joël de René, puisque je l'ai rencontré aussi à un événement. Et c'est quelqu'un de très curieux et de très ouvert. C'est avec un cœur immense, c'est ça qui est surprenant, et qui vous accueille avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de curiosité, et qui creuse le sujet et qui ne réfute pas. Ça, c'est assez incroyable. Ouais. Il est dans une ouverture d'esprit. C'est une sommité apprenante. Il est dans une ouverture d'apprenant et pas de sachant. C'est assez incroyable. C'est un vrai modèle. Ouais. Il y avait une petite question sur fracture de fatigue et hydratation. On ne peut pas répondre. Ça peut, mais ce n'est pas forcément ça. Ouais. D'accord ? Voilà. Et ça peut être plein de choses. Ouais. Pour la Bible de la préparation physique, oui, évidemment, c'est un bouquin extraordinaire qui vaut le coup. La Bible de la préparation physique, de Rider. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez regarder. Ça fait partie des ouvrages de référence. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. On a dépassé l'heure et demie quasiment. On avait dit 1 heure. On a plein de choses à dire. Et puis à 3, je crois qu'on pourra être intarissable, plus toutes les questions. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment un concept à part entière, l'être humain. Le confinement, c'est juste de s'adapter, de faire de l'exercice, oui, suffisamment, c'est sûr. Il va tous falloir ensemble qu'on soit non pas immunodépressif, mais
très en forme au niveau de l'immunité après ce confinement parce que il vaut mieux avoir, si on chope le virus ou autre chose, eh bien, avoir une bonne santé. Et une bonne santé, ça passe pas uniquement sur un poids de forme, mais ça passe par une bonne santé mentale, une bonne santé physique, des bons choix alimentaires, le fait de se respecter, d'avoir une discipline. On le voit avec les enfants en ce moment, il faut avoir une discipline parce qu'il n'y a pas l'horaire des écoles. Et donc, de manger ensemble à l'heure des repas pour structurer les journées, hein. Et puis, on va garder le 80-20 pour la fin. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Il faut faire 80% dans les rails et puis 20% freestyle. Voilà. Yes, Je, du je plaisir et du cite, fun. je cite Sophie là-dessus parce que je trouve que c'est excellent. C'est une diététicienne et vraiment 80% dans les rails et 20% freestyle. Portez tous vous Excellent. bien. Prenez soin de vous. J'espère que ces conseils-là vont vous servir. Merci à toutes vos questions, tous vos commentaires, vos félicitations. Merci Cyril, merci Didier. À une prochaine. Merci de votre temps. Et puis, c'était vraiment cool de se faire ce trio. À bientôt. À très bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Au plaisir.